sur cette. Voilà. Bien, bonjour tout le monde. Je prends juste temporairement la fonction de James, c'est lui qui fait en général, et comme il n'a pas pu être là, c'est moi qui fais la demande de Dominique. Aujourd'hui, nous entendrons Dominique Ruda, de la page 254 à 56. Katia Watzberg est malade, elle ne va pas pouvoir présenter. Alors, je ne sais pas si elle pourra se brancher ou pas, mais en tout cas, elle n'est pas là. Et puis, il y a Jacqueline Lanchon qui va nous rejoindre, qui, elle, va parler des pages 257 à 59. Je voulais savoir, Marie-Hélène, si tu voulais dire un mot d'introduction à la journée avant que je passe la parole à Dominique. Je te laisse décider si tu veux dire quelques Ah, mots avant. donc, j'ai lu très attentivement ce texte qui est formidable et peut-être je dirais une chose à partir de ce qui m'intéresse aujourd'hui et que ce texte de Lacan éclaire, c'est l'importance de l'histoire. C'est constant dans les pages que nous avons à commenter et à déchiffrer. Le terme revient plusieurs fois, donc l'importance de l'histoire d'une part, et d'autre part l'importance du 3. Tout est organisé en fonction du chiffre 3. Voilà. D'accord. C'est vrai que la question d'histoire m'a aussi frappé parce que j'ai dans ces pages, j'ai beaucoup associé, parce que ça m'a rappelé le livre d'Althusser, Le futur dure longtemps, où l'on voit toute l'importance de son histoire quand il écrit son histoire, son passé, dans ce qu'il essaie d'éclairer de l'acte qui a eu lieu avec son épouse. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande de le lire. C'est remarquable. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup Et penser. peut-être aussi le concept de trauma. Oui, oui, aussi de trauma, exactement. Donc, si tout est OK, je passe la parole à Dominique, si ça joue pour vous. OK. Donc, Dominique, je te laisse la parole. D'accord. Alors, moi, ma partie donc commence au paragraphe de la page 254, si nous portons maintenant notre regard, et c'est jusqu'à la page 256, en haut, à chaque carrefour où l'événement choisi. Voilà, c'est la partie. Jusqu'à la page 556, je pensais 256, je pensais 257. Je me suis trompé. C'est ma partie à moi hein, que je vais présenter. Ah, d'accord. On va travailler jusqu'à la page 259 aujourd'hui. Ah bon, moi j'avais noté 257. 257. Bon, voilà. Bon, je Ah non, commence. non, non, 259, vous avez parfaitement raison. Ok, très bien. Ok, bien. Voilà. Alors, donc, à partir donc de ce paragraphe, donc qui commence, si nous portons maintenant notre regard, et il me semble qu'il y a un saut, un changement de registre. Donc, lors de la dernière séance en décembre, on est resté dans le registre donc plutôt de la parole libre, dans sa dimension imaginaire. Maintenant, comme s'exprime Lacan dans ce paragraphe, on passe, il dit, à l'autre extrême de l'expérience psychanalytique. C'est-à-dire maintenant, on est dans le registre de la parole pleine, le registre symbolique. Marie-Hélène Brousse nous avait rendu attentifs lors de la dernière conférence. Excuse-moi, il faudrait. Sophia demande qu'on puisse envoyer le lien. Il n'arrive pas à se connecter. Oui, mais il faudrait rappeler aux gens que c'est exceptionnel quand même, que les gens se connectent par Zoom. Hein. Je ne sais pas, bon, bref, je vais m'arrêter. Bon, Je peux pas aller dans- Dominique, je peux y Il y a enlever, plus sinon d'urgence, tu il y a pas peux. d'urgence. Ouais. Hein? Ouais. Non, je sais à Dominique, il n'y a pas d'urgence. Personne qui avait raison. Vas-y, continue. Continue. Sophia. Reste pas troublé par Là. ça.
On t'écoute. Pardon. Oui, aucun souci. Et vous voyez, il y a déjà, déjà un problème par rapport à l'époque à laquelle nous sommes, euh, qui, après les deux pandémies, a généralisé la visio comme mode fondamental de relation à l'autre, c'est-à-dire à renforcer la présence des images et à diminuer la valeur des corps. Ouais. Mon corps, il est dans mon bureau, là. Le vôtre, il est à Aigle. C'est, ça, ça a occasionné une révélation d'un changement majeur. C'est tout ce que je voulais dire. Oui. C'est aussi pour ça que nous soutenons que ce séminaire est d'abord présentiel et exceptionnellement par Zoom, parce qu'on tient au corps. On va le rappeler. Et vas-y, continue. Excusez-moi. Alors, donc là, on va commencer maintenant à rentrer dans le registre de la parole pleine. Et je voulais rappeler une chose que Marie-Hélène Brousse nous a dit en décembre. Vous nous avez rendu attentifs donc au titre de cette première partie de fonction et champ. Donc le titre est Parole vive et parole pleine dans la réalisation psychanalytique du sujet. Et elle nous a proposé d'y voir dans ce titre les trois registres. Donc avec l'imaginaire dans la parole vive, le symbolique dans la parole pleine et le réel, pourquoi pas, dans la réalisation, avec le mot réalisation psychanalytique du sujet. Donc, à la fin de ce premier paragraphe, on voit donc enfin apparaître le troisième registre. Je crois qu'avant qu'on parlait de parole vide, on ne parlait pas de la réalisation. Lacan dit à la fin de ce paragraphe, ici commence la réalisation de la parole pleine. Et avant de commencer à commenter le paragraphe, juste en passant, je me demande si pour le Lacan donc de 53, le registre donc du réel comme réalisation du sujet est strictement lié au registre symbolique de la parole pleine, alors que l'imaginaire lié à la parole vive, on peut écarter les deux autres registres. C'est-à-dire, on a d'un côté symbolique et réel qui sont très proches l'un de l'autre, ici dans ce texte, alors que l'imaginaire, il me semble, il est un peu à côté. Mais je pense qu'on y verra plus clair au fur et à mesure qu'on avancera dans cet écrit. Alors, dans ce premier paragraphe, j'ai été sensible aux trois couples d'opposés que nous présente Lacan et qui ont comme fonction de faire un résumé de ce qui a précédé, qu'on a vu en leçon, donc dans le registre de la parole vive, ainsi que de nous préparer à ce qui va suivre dans le registre de la parole pleine. Donc ce paragraphe, je trouve, il est très important parce que c'est en entre-deux. Il résume ce qui a été traité jusque-là et il nous dit un peu ce qui va être traité par la suite. Alors, je vous propose quand même qu'on regarde ces trois couples d'opposés. Alors, le premier couple d'opposés qui nous présente Lacan, c'est l'analyse du hic et nunc, qu'il avait déjà abordé à la page 251, on a vu le mois passé, et de l'autre côté, l'anamnèse, comme indice et comme ressort du progrès thérapeutique. Donc, d'un côté, on a l'analyse des phénomènes actuels de la séance, comme par exemple l'analyse du transfert et du contre-transfert, encore la place faite aux émotions. Par exemple, on analyse ce qui dit vous ne ressentez pas en ce moment au patient. Et de l'autre extrême, nous avons l'autre opposé, nous avons l'anamnèse, il me semble, c'est-à-dire l'histoire. Et comme on le verra par la suite, c'est moins dans le sens d'une reconstitution d'une réalité passée, mais bien de l'émergence d'une vérité pour le sujet à travers la parole pleine. On pourrait alors dire dans ce sens que le seul hic et nunc qu'il y a dans une analyse est la parole du sujet rapportée à l'heure présente de la séance. Deuxième couple d'opposés.
On a l'intrasubjectivité obsessionnelle et l'intersubjectivité hystérique. Donc ici, l'opposition est dans le registre de la casuistique, donc au niveau des cas. Alors, Lacan avait parlé de la valeur obsessionnelle à la page 252. Et il se référait dans ce cas-là aux psychanalystes, avec un ton critique. Et pour rappel, à la page 252, par rapport à cette valeur obsessionnelle du psychanalyste, il disait que c'est le paradoxe d'être guidé par un prétendu contact éprouvé de la réalité du sujet. Donc, c'est plutôt des analyses de l'IPA, c'est une critique, avec une raréfaction de la parole, alors même que la règle dans l'analyse est que tout contact réel soit exclu dans la séance. Donc, il me semble que Lacan est en train de dire que dans la position de l'obsessionnel, le lien de parole garde l'autre bien à distance et s'assure que son désir soit mort. À l'opposé donc de la position obsessionnelle, nous avons de Lacan de l'intersubjectivité hystérique. Alors, dans l'hystérie, donc en opposition à l'obsessionnel, alors il y a un désir certes insatisfait, mais néanmoins c'est un désir vivant et qui se mue dans un lien de parole à l'autre. Voire, ça fait lien social dans un discours. Avec l'hystérie, qui veut se faire cause de désir de l'autre. Et enfin, troisième et dernier groupe d'opposés, nous présente Lacan, on a l'analyse de la résistance et l'interprétation symbolique. Alors, cette dernière opposition relève du procès même de la pure. Donc, comme Lacan l'a déjà déployé à la page 250, l'analyse des résistances donc, porte sur l'ego, le moi pris comme objet. Donc, par exemple, l'objet que j'ai été pour l'autre, l'autre parental, etc., et que dans les analyses de l'IPA, se rejoue sur la scène analytique. À l'opposé donc de l'analyse des résistances, nous avons l'interprétation symbolique. Et ici, je pense, il s'agit de la question de l'émergence du sujet. Donc, au-delà de la décomposition du moi pris comme objet, que Véronique Voruz a souligné la dernière fois, il y a l'émergence du sujet comme jeu. Donc, pour résumer ce premier paragraphe, qui me semble très important, on voit trois termes se profiler dans le registre de la parole pleine et que Lacan développera dans les pages à venir de Fonction et Champ. Nous avons la vérité de l'histoire, le désir de l'hystérie et le sujet de l'interprétation. Donc, vérité, désir et sujet. Donc, c'est tout un programme. Je ne sais pas si peut-être vous voulez déjà un peu commenter avant qu'on passe par la suite par rapport à ce paragraphe. Peut-être mettre en évidence l'importance du chiffre 3 qui construit tout ce texte. La parole hic et nunc par opposition et l'opposition anamnèse, l'intersubjectivité obsessionnelle, opposition intersubjectivité hystérique, et puis parole vide, parole pleine. Parole pleine en référence à Freud, c'est-à-dire talking cure, et vers un événement pathogène, c'est-à-dire un trauma fondamental. L'importance du trauma est massive dans ce texte, parce que c'est la référence finalement au réel. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on peut appliquer ça à l'étude de nos cas. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans ces pages, c'est l'importance de la référence à Freud. C'est-à-dire la volonté d'opposer au post-freudien Freud, l'actualité de Freud. Non pas post, mais présent, Freud présent, si je peux me permettre.
Oui, tout à fait. Là, il va reprendre plusieurs termes freudiens et aussi des cas de Freud. Je vois qu'il parlera tout à l'heure de l'homo. Euh, donc, la partie donc, qui va suivre, alors nous sommes toujours en bas de la page 254 et les pages à venir. Il me semble en effet graviter autour de l'histoire, comme a dit Marie-Hélène en introduction. Par exemple, des stories comme celle d'Anao qu'on raconte sur le divan. Et pour moi, la question est la suivante. Au fond, qu'est-ce qui est en jeu dans la mise en parole de son histoire de une analyse? Est-ce par exemple se ressouvenir du passé ou encore faire devenir conscient ce qui était non conscient? Alors, premièrement, Lacan nous met en garde de ne pas tomber dans le piège des préjugés psychologiques de l'époque, où la mise en parole serait corrélative d'une prise de conscience dans l'événement passé. On voit que pour Lacan, déjà en 1953, le statut de l'inconscient n'est pas du non-conscient qui doit devenir conscient, mais il a un autre statut. Le matériel qui est amené en analyse, terme freudien employé par Lacan entre guillemets à la page 255, il parle du matériel en conscience, ne saurait être réduit à des contenus, des traces, disons, non conscientes qui doivent devenir conscientes. Pour Lacan, dans ces pages, il me semble que ce qui compte dans une analyse est que l'événement, le souvenir, voire le rêve qu'on raconte en séance, soit, comme il dit au début de la page 255, verbalisé. Le faire encore passer dans le verbe ou encore dans l'épos, que étymologiquement veut dire ce que l'on exprime par la parole. Alors, voilà le seul matériel sur lequel on travaille dans une analyse. Il me semble aussi que Lacan, donc au premier paragraphe de la page 255, joue entre épos et épopée. Et surtout que dans ce paragraphe, il parle du cœur et des spectateurs. Et si donc il y a une histoire qui est racontée dans une analyse, elle sera peut-être moins au sens des historiens qui essaient de relater des faits réels, de constituer des faits réels, mais il me semble qu'elle sera justement plus proche d'une épopée. Donc, c'est-à-dire, tout en puisant ses sources dans l'histoire, une épopée peut puiser ses sources dans l'histoire, mais elle garde néanmoins avec cette dernière un lien de vraisemblance, l'épopée. Donc, il y a de la fiction, avec bien entendu des points de fixation et tout, mais il y a quand même une idée qu'il y a de la fiction dans une épopée. Et on pourrait même dire dans ce sens que l'histoire d'une vie racontée dans une analyse, pourquoi pas, pourrait garder une certaine licence poétique pour raconter l'histoire. Donc, l'épopée, P, ça veut dire, ça donnera poésie. Épopée, ça veut dire de faire le livre. Faire le livre. Ouais. Donc, c'est tout à fait ce que tu dis là. J'étais un peu sensible à ça, justement. Une histoire, mais une histoire peut-être un peu plus proche d'une épopée. C'est-à-dire, on se base en effet sur certains faits réels, et en même temps, c'est plutôt un lien de vraisemblance. Une invention. Une invention, oui. J'aime bien comme tu reprends le faire, le dire, parce qu'il y a quand même en arrière-fond de ça la question de l'acte. La parole, l'acte, et puis après, enfin, l'acte analytique. Moi, c'est ça que j'entends. Ouais. Moi, j'aimerais faire une toute petite remarque sur l'opposition entre cœur et spectateur. Ouais. Euh, Parce que d'une certaine manière, ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Le cœur et les spectateurs. C'est une référence au théâtre antique, dans lequel il y a le cœur Exact. et les spectateurs. Alors, ça m'intéresse parce que d'une certaine façon, euh, comment vous dire ça? Quand on est face à un patient psychotique,
Euh, je crois que, enfin en tout cas moi, je pratique comme ça. On n'est pas spectateur, on ne peut occuper que la place du cœur. Alors du cœur, qu'est-ce que dit le cœur en général dans une tragédie antique? Il accompagne le déroulement du drame. Oh, pauvre Oedipe, oh mon Dieu, oh. Et c'est exactement ce qu'on fait, accompagner le déploiement de la parole dans le cas d'un patient psychotique. On ne fait pas d'interprétation dans le cas d'un patient psychotique. On scande plutôt à la manière du chœur antique. Et naturellement, spectateur, ça met en évidence plutôt la dimension de l'image que la dimension de la parole. Quelqu'un dit tout à l'heure a parlé d'acteur. Qui a dit ça? Alexandre? Oui, C'est toi, hein? oui, oui, parce qu'il y a juste, Oui. juste avant, il parle de l'acteur. Oui. Bon, après, peut-être. Bon, bref, peu importe. Je viens de lire en chapitre du séminaire 16 d'un autre à l'autre sur les paradoxes de l'acte psychanalytique. Mm. Et là, Lacan dit que la place de l'analyste, en reprenant le cœur, les spectateurs, c'est du côté de l'acteur. J'ai rien compris, mais Ah, il ça, disait que c'est ça serait la place de l'acteur. Et là, elle parle de psychose, elle. Non, non, oui, 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 mais Lacan, même. je ne sais pas s'il parlait de la psychose ou pas, mais il disait la place de l'analyse. Mais bon, mais c'est le séminaire 16 et on n'est pas là. J'avais juste. Ouais. Mais bon. Si vous voulez le cœur dans une tragédie antique, il vient scander une troisième position, une position différente de ceux des acteurs du drame. Le spectateur, il ne, il est dans une autre position quand même. Est-ce qu'on pourrait dire que le cœur, il est à cette place où l'analyste dit parfois tu l'as dit? Tout à fait. Mm. Mais ce que vous disiez aussi, c'est cette notion, on entend avec le cœur, mais aussi avec l'acteur, la voix. Hein. Il y a l'aspect de la voix. Alors, avec l'acteur, il y a aussi, bien sûr, ce qu'il dit, hein, sa parole, ou enfin, ce qu'il raconte. Et le spectateur, il y a juste la notion de regard. Absolument. De regard. Donc, voilà, à mon avis, il met ces trois positions, soit ensemble, soit décalées, soit. Voilà, mais il le décide, quoi. Enfin, le cœur et le spectateur, c'est deux de ne pas être en drame.
chœur entende ce qui se passe, finalement, une sorte d'interprétation à minima. Et le spectateur, il regarde ce qui se passe. Non, surtout Mais que il, ça occupe de maintenant. Ben, on il- essaie. Et Stéphanie. Le spectateur, est-ce qu'il n'a pas la fonction de l'autre? probablement, si. Nécessaire, dès qu'on parle, il faut bien que ça soit adressé à quelqu'un, enfin, à un autre. Mais bon, l'ensemble sert quand même à introduire gentiment la question de la vérité qui est intimement liée à la parole. Le fait qu'on parle va faire émerger cette dimension dans les lignes qui suivent. J'ai trouvé les fonctions du cœur sur Google, Ouais. si je me permets de les citer. Donc, le cœur, il commente l'action, représente la voix collective de la cité ou des témoins, dialogue avec les personnages via le coryphée qui est le chef du cœur, exprime les émotions des spectateurs et tire la morale de l'histoire. Participons ainsi à la catharsis et rythmons la pièce avec chant et danse entre les scènes parlées. Ça peut aussi être à la place de l'autre, éventuellement. Mais la pièce, elle n'est C'est jamais très jouée, précieux, ça. Oui. pas jouée pour le chœur, mais pour le spectateur. Exact. Le chœur, il est sur scène. Ouais. C'est le spectateur qui a la place, qui est sur l'audience. Et il danse. Le cœur, il danse aussi. Voilà, il fait partie. Depuis le début de ce chapitre, on parle que ce qui caractérise la parole, c'est qu'elle a un auditeur, qu'elle appelle une réponse. Et je pense que c'est ça qu'il veut dire avec la différence entre chœur et spectateur. C'est que il y a quelqu'un qui écoute, c'est le spectateur. Et c'est ça qui donne le sens à la parole. Par exemple, quand on va à Guignol avec des enfants, quand on allait, parce que je suis pas sûr que le Guignol existe encore, mais quand on allait au spectacle de Guignol avec les enfants intervenaient, les spectateurs intervenaient. C'est-à-dire, attention, il arrive, fais attention. Enfin, ils, ils prenaient parti, si je puis dire, activement à l'action qui était représentée par Guignol. Et je pense que c'est ça la différence entre spectateur et chœur. Le chœur est sur la scène, le spectateur est dans la salle, mais il peut arriver, c'est pour ça que je prenais l'exemple du Guignol, que le spectateur se mette à fonctionner comme un chœur. Ah, c'est interdit normalement dans une représentation théâtrale. On ne doit pas intervenir en disant mais qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, d'une certaine façon, quand même, le spectateur, il est passif par rapport euh, au cœur. C'est pas la même passivité, c'est ce que je veux dire. Il y en a une qui accompagne avec la parole du cœur, et l'autre qui se tait, qui ne dit rien, sauf si c'est un petit enfant qui, justement, ne fait pas cette différence entre spectateur et cœur.
L'analyste ne peut pas être que spectateur, il peut aussi être acteur de quelque chose. Oui. Simplement, c'est pas simplement une écoute comme ça, un regard et une écoute, c'est différent. S'il est plus proche du cœur, la position, pardon, la position. Comme ça que je l'entends. Bah, il est les deux d'une certaine façon, hein. Non seulement, mais aussi. Mais c'est ce que raconte Miller quand il fait comme un ours à la fin d'une analyse, parce qu'il est encore dans la séance. Mhm. C'est pour ça que je parlais de la... Le cœur, c'est aussi celui qui chorégraphie, celui qui donne corps à la cité. Il fait que la cité est présente par un corps pluriel dans la scène. Sur la scène, oui, tout à fait. C'est comme ça que la scène n'est pas trop obscène. Je continue, hein. Oui. Bah oui. Alors, pour l'autre point qui m'a semblé important donc, dans le premier paragraphe de la page 255, est la distinction à laquelle Marie-Hélène nous a rendu attentive il y a deux rencontres. Je ne sais pas si vous avez aussi été sensible à ça, mais si d'un côté nous avons la fonction de la parole, hein, on a parlé jusqu'à la mise en parole, l'histoire et tout, avec son aspect, disons, vivant de l'énonciation, de l'autre nous avons le champ du langage. Il y a les deux, la mise en parole dans ce paragraphe et en même temps le champ du langage. Ce qui, comme dit Lacan, et je le cite dans ce paragraphe, permet à son discours, donc de l'analysant, d'être entendu par ses contemporains, donc l'analyste aussi, son contemporain, quand il le raconte sur le divan, et plus encore qui suppose le discours présent de ceux-ci. Donc, l'analysant et l'analyste, les deux baignent dans le champ du langage. Et il me semble que Lacan amène ici de façon un peu stratégique aussi le champ du langage pour se battre contre les formes d'analyse de l'IPA, où, comme on a vu la dernière fois, l'analysant notamment doit régresser durant les séances, ou voire manifester de l'agressivité. Alors, certes, comme dit Lacan dans ce paragraphe, en analysant, on peut tenir durant une analyse, alors en discours d'autrefois, dans sa langue archaïque. Par exemple, il a parlé du parler bébiche, voire étrangère. Moi, je l'entends par rapport à certains analysants qui peuvent, par exemple, faire leur analyse dans une autre langue que celle maternelle et qui, des fois, mettent des mots dans leur langue d'origine. Ça peut arriver, par exemple. Ou alors, dans son récit, l'analysant peut montrer, comme dit Lacan, toute l'animation de l'acteur, donc voire de l'agressivité, justement. Mais néanmoins, donc certes, il y a ces phénomènes, mais néanmoins, nous dit Lacan ici, toutes ces manifestations sont isolées entre des guillemets dans le fil du récit. Et ce qui me semble permettre la mise entre guillemets de ce phénomène est justement la présence du champ du langage, c'est-à-dire le champ de l'autre, où l'analysant et l'analyste baignent dedans. Et donc, c'est une relation à trois. Analysant, analyste et le champ de l'autre. Et non pas justement une relation à deux, comme notamment dans les analyses de l'IPA. Et là, on voit que cette théorisation de l'analyse, il me semble, a des effets sur sa pratique, sur la direction de la cour. C'est pas pareil que dire c'est une relation à deux, justement une relation à trois. Ça a des effets voilà, pratiques. Euh, ensuite, le deuxième paragraphe de la page 255, qui commence par la rémémoration hypnotique, alors je l'ai trouvé assez ardu, déchiffré. Alors, pour moi, la clé de lecture a été le concept heideggerien qu'amène Lacan de Gewesen. Alors, j'ai fait un peu mes recherches, c'est dans Être étant qu'il parle du Gewesen. Être étant, oui.
Alors pour Heidegger, dans la Gewesenheit, donc le Dasein, ou les temps, alors mais c'est assez intéressant, il ne possède pas son passé, pour Heidegger, comme un bagage, c'est-à-dire comme un souvenir ou comme quelque chose d'inerte. Mais au contraire, le passé fait partie de notre propre être, selon Heidegger dans l'être et temps, c'est-à-dire que le passé pur en nous, il est donc présent. Et comme pour le présent, le passé advient à partir de l'avenir, c'est-à-dire à partir du projet que j'assume. Ça, c'est pour Heidegger. Je ne sais pas si Charlotte, tu as quelque chose là. Non? Bon, très bien. Donc, si pour le sujet, il y a une destinée, parce qu'il y a aussi, j'étais sensible au mot de destinée qu'utilise Lacan dans ce paragraphe, s'il y a une destinée en lien notamment avec le drame familial raconté, on peut raconter un drame familial dans une analyse, voire on peut voir remémorer dans une analyse certaines choses, quelqu'un qui pourrait dire je suis destiné à mettre en échec toute relation amoureuse car papa et maman, patati patata. Hein. Alors cette destinée est à chaque fois mise en parole à l'heure présente de l'analyse. On le raconte sur le divan à l'heure présente de l'analyse. Et dans ce sens, comme s'exprime Lacan, certes c'est une destinée, mais c'est une destinée en marche. C'est ça qu'il dit, c'est une destinée en marche. Moi, ça m'a fait penser à ce que Jacques-Alain Miller a dit, par exemple, des articulations destinales. Je crois que c'est dans L'os d'une pure. Donc, il est peut-être grâce à une analyse, on peut peut-être en faire un autre usage des articulations destinales du destin, même si ces articulations, évidemment, restent inéliminables. Donc, elles sont toujours là, mais peut-être on peut faire un autre usage. On peut, par exemple, je ne sais pas, y trouver un autre sens. Je n'ai jamais vu les choses ainsi, en autre sens. Ou encore, comme dit Miller, les investir l'investissement libidinal lié à eux, à ces articulations. Ou encore, par exemple, de plus croire, voire les exorciser. Il y a des témoignages qu'on parle d'exorcisme. Bon. Donc, s'il y a une destinée liée à notre histoire qu'on raconte, aux signifiants qui nous ont tous marqués, aux phrases indélébiles, à l'objet que j'ai été pour l'autre, cette destinée est toujours ramenée à l'heure présente de l'analyse, avec sa ponctuation heureuse, comme disait Lacan. Et en ce sens, c'est une destinée en marche. C'est comme ça un peu que j'ai lu cette partie. Et il me semble que le terme de matériel, justement, employé par Lacan dans ce paragraphe, et qui est un terme utilisé par Freud, et si vous allez dans le Laplanche et Pontalis, ça fait partie des concepts freudiens, le mot matériel. Il me semble donc que le mot matériel va aussi dans ce sens. Donc, le matériel dans une analyse, par exemple ce que l'analysant raconte en séance de son histoire, ses productions conscientes, ne peut pas être séparé de son élaboration présente, voire de son interprétation. Donc, les deux sont en interaction constante, c'est-à-dire on peut avoir une interprétation de l'analyste ou de l'analysant lui-même, et bien cette interprétation va amener du nouveau matériel. Ben, par exemple, ah, ce que vous avez dit m'a fait penser à ça. Ah, je n'ai jamais vu la chose ainsi. Donc, on voit qu'il y a une interaction entre le matériel apporté, en même temps, ce qui s'élabore, ce qui est interprété en séance. Donc, ce n'est pas juste du matériel du passé qu'on découvre, on l'amène et tout, mais c'est quelque chose qui est ramené toujours au présent de la séance. Et c'est ainsi que je comprends la fin de ce paragraphe, quand Lacan écrit, donc se référant toujours au Gewesen de Heidegger, donc je le cite, c'est à la fin du paragraphe, il dit, donc les temps marque la convergence des ayants été. Donc, c'est-à-dire que d'autres rencontres étant supposées depuis l'an quelconque de ces moments ayant été, il en serait issu un autre étant qui le ferait avoir été tout autrement. Donc, on voit que l'histoire du passé, avec son matériel, et le présent de l'analyse, avec son élaboration, s'entriquent dans l'avenir d'une cure.
Donc, tous les développements de ce paragraphe nous amènent enfin aux deux derniers paragraphes que je vais vous présenter. Donc, on est maintenant à la fin de la page 255 jusqu'au début de la page 256, où justement le terme de vérité va enfin surgir. Elle va commencer à parler enfin de vérité. Ah, pardon. Je peux dire quelque chose. Dans ce paragraphe, moi, ce qui m'a frappé, c'était aussi en écoutant la séance à laquelle je n'ai pas participé en novembre, quand vous parliez du rêve. Et effectivement, ce qu'on sait du rêve et ce qu'on entend du rêve du patient, c'est ce qu'il raconte. Hein. Et là, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. J'ai pensé la même chose, c'est-à-dire la remémoration hypnotique est sans doute reproduction du passé, mais c'est surtout une représentation parlée. C'est donc ce que le patient en dit, hein, avec tout le bagage qu'il comporte, hein, le passé, les temps, comme tu dis, qui est peut-être une possibilité qui comporte le ayant été et qui est peut-être je sais pas, une destinée en marche vers le futur. Voilà, peut-être ça. Mais ce qui me semble important là-dedans, c'est la représentation parlée. Donc c'est après sous hypnose, moi j'ai quand même compris ce paragraphe comme étant aussi une critique de l'hypnose. Je sais pas. De quoi? Une critique de quoi? De l'hypnose. Ah oui, 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 tout à fait. Oui. Alors, si vous voulez une petite remarque grammaticale Oui. sur étant a été. Ouais. Étant, c'est un participe présent. A été, c'est un participe passé. Bien. Mhm. Oui. Donc les temps, d'une certaine façon, c'est pas du côté du passé. Non. J'avais envie aussi de commenter je trouve qu'il parle de parole, mais il y a aussi la question de la destinée. Et quand on parle de destinée en français, il me semble qu'on dit que c'est écrit. Donc aussi le couple entre ce qui est parlé et ce qui est dit, et ce qui est écrit. Et il me semble que dans ce qui est écrit, on est du coup dans le champ du langage, quoi. C'est un peu. C'est ce Alors, paragraphe. c'est vrai, c'est très intéressant ce que vous dites. Euh, Qu'est-ce qui est écrit dans l'histoire, enfin, dans une analyse? Qu'est-ce qui s'écrit? Signifiant maître de l'histoire d'un sujet, non? Qui est écrit, c'est peut-être quelque chose de cette notion de destinée en marche, parce que ça reste un peu opaque. Mais c'est vraiment ce paragraphe qui m'a le plus fait penser comment dire, à ce que j'ai dit tout à l'heure, Althusser, avec l'avenir dure longtemps, parce que en le lisant, bah, c'est un écrit, en, en sachant l'aboutissement, on- on- en tout cas moi, quand je lisais, j'avais vraiment l'impression de lire une destinée en marche. Quelque chose d'une destinée en marche avec ses traumas, ses différents épisodes. C'est vraiment, je vous recommande sa lecture. C'est vraiment ce paragraphe-là qui m'y a fait le plus penser. Je ne peux pas m'empêcher de dire que Althusser, quand même, on écrivait sur les murs à Paris, Althusser à rien. Donc, l'insulte était violente. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce livre. Mais la manière dont c'est perçu, c'est aussi à prendre en compte. C'est ce qu'on dit quand on parle dans l'air du temps. C'est pas aujourd'hui la même chose que hier. Bien sûr. Et ça fait penser aussi au futur antérieur de François Ansermet. Hein. Pas que. Et c'est surtout lui. C'est ça. Chez nous, c'est lui. Mais du reste, je crois qu'il va parler tout à l'heure dans les prochaines pages de Nachträglich. Après. Ça aura été. Mhm. Je finis avec les deux derniers paragraphes. Il y a Non? Ok.
Donc, on est dans les deux derniers paragraphes, fin page 255 et début de la page 256. Euh, alors, ici, il est encore question de ce qui nous présente Lacan, de raconter le passé pour un sujet hystérique. Donc, Lacan nous dit que peu importe si le matériel apporté soit du domaine de l'imaginaire ou bien du réel, car il se situe dans les deux. Le seul matériel qui compte en séance, comme par exemple, je ne sais pas, quand on raconte un rêve, évidemment, n'est pas le rêve lui-même, mais c'est ce qui est dit durant la séance du rêve, ce qui est dit en séance du rêve, la parole qui est apportée au moment présent de l'analyse. Donc, on pourrait dire que pour lire un peu autrement ce que Lacan nous dit ici, on pourrait dire que la seule, disons, la seule réalité dans l'analyse est la parole qui est amenée dans l'actuel, dans le présent de la séance et qui sera pas interprétée. Ça, la seule, je pense, la seule réalité qu'il y a dans l'analyse. Et la caractéristique de cette réalité de la parole, nous dit Lacan, est qu'elle n'est ni vraie ni fausse. Donc, il me semble que ce passage donc, préfigure déjà tout ce que Lacan pourra dire du statut de la vérité, donc qu'elle ne peut être que mi-dite. Il n'y a pas de vrai sur le vrai, voire que la vérité est variable, elle est variée, le lien au prochain congrès de l'NLS. Et je pense que tout un chacun qui appelle en train de faire une analyse peut le toucher du doigt à chaque séance. Dire, on amène une chose, ça nous semble, ah ben, tiens, voilà, enfin j'ai trouvé la chose, la séance d'après, ouf, pas du tout. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que ça varie la vérité. Alors enfin, il y a la dernière phrase à la fin du paragraphe de la page 256, d'où je m'arrête après. Donc c'est le premier paragraphe au nom de la page 256, la toute dernière phrase que je vais vous lire. Alors Lacan nous dit que, or, dans cette réalité, c'est-à-dire la réalité de la parole avec la dimension de la vérité qui est ni vraie ni fausse, seule la parole témoigne de cette part des puissances du passé qui a été écartée à chaque carrefour où l'événement a choisi. Bon, j'ai un peu de la peine avec cette phrase, mais dans ma lecture, je me demande déjà si le terme de puissance du passé ne serait pas à lire comme quelque chose, comme on dit, en puissance, mais qui ne s'est pas actualisé, voire justement réalisé dans une parole pleine. Par exemple, je ne sais pas, quelque chose qui a advenu dans la vie d'un sujet et où les mots pour le dire à ce moment-là ont manqué. Quelque chose qui n'a pas pu, d'une certaine façon, se réaliser. Aussi, le fait que Lacan écrit où l'événement a choisi, et il n'a pas écrit, par exemple, où le sujet a choisi. J'étais un peu sensible à ça. Il écrit l'événement a choisi, pas le sujet a choisi. Ça me semble mettre l'accent sur le sujet pris comme effet et non pas comme cause. Donc, pour conclure ma partie, on pourrait dire que, certes, alors dans une analyse, on peut réordonner, mettre un peu plus d'ordre dans notre histoire et dans le meilleur des cas, peut-être faire un autre usage de nos articulations destinales, de notre destinée, etc. Mais c'est pour le sujet reste en effet de ce qu'il a marqué. Et ces marques, ces événements restent inéliminables. Donc, il faudra savoir faire avec. Donc, c'est dans ce sens-là, parce que d'un côté, on a dit oui, on peut reporter le passé au présent, on peut le remanier avec une destinée en marche, certes, mais il ne faut pas non plus trop rêver. Il y a quand même des choses indélébiles et il faut aussi faire avec. Mais peut-être on pourra maintenant parler un peu du lien avec le trauma. C'est vrai que je ne l'ai pas trop abordé là, mais voilà. Pense que le lien avec les traumas, enfin, ma lecture de cette part des puissances du passé, j'entends les traumas. Bah, si vous voulez, il y a un paradoxe dans ce petit paragraphe, non? La vérité de cette révélation, c'est la parole présente qui en témoigne dans la réalité actuelle et qui la fonde au nom de cette réalité. Premier point. Deuxième point. Or, dans cette réalité, seule la parole témoigne de cette part des puissances du passé. Donc, le passé
il est en quelque sorte, il fait partie de la réalité actuelle. C'est un paradoxe, si vous voulez. Quand vous êtes en séance d'analyse et que vous racontez un souvenir d'enfance, c'est à la fois une réalité actuelle, mais en même temps, c'est à la fois la puissance du passé. C'est pourquoi je mettais l'accent sur l'importance de l'histoire pour, euh, pour ce texte de Lacan, mais d'une manière générale pour les sujets humains. Si on, euh, si on est frappé d'amnésie, par exemple, si on ne sait plus rien de ce qui a été notre histoire, qu'est-ce qui reste? Rien. Et si cet état est possible, parce que pourquoi il parlerait? Pourquoi je parlerais s'il reste rien? Dès que je parle, il y a forcément une histoire. Enfin, c'est l'hypothèse que je propose. D'ailleurs, c'est avec l'apparition c'est Lacan qui dit, hein, c'est avec l'apparition du langage qu'émerge la dimension de la vérité. C'est dans l'instance de la lettre, donc un texte avant. On voit bien qu'avant le langage, ben, il n'y a ni vrai ni faux. Enfin, le fait qu'on parle inclut automatiquement une dimension historique. C'est pour ça que cet état d'amnésie totale, euh, moi j'ai de la peine à me représenter. Enfin, personnellement. Si vous voulez, l'humanité, l'espèce humaine est indissociable des traces. Mhm. Je dis des traces parce que on ne sait pas quelle langue il parlait, on ne sait rien de tout ça. Mais il y a des dessins, par exemple. Il y a des dessins préhistoriques dans des grottes, etc. Donc, il y a déjà quelque chose de l'ordre d'une inscription symbolique au-delà du simple présent. Il y a une histoire dans les dessins, dans la grotte. Absolument. La dimension de l'histoire est absolument constitutive d'un sujet humain. Hélène, j'ai une question. Et C'est d'ailleurs, simple. les fraudes sur l'histoire, excusez-moi, les fraudes sur l'histoire Négationnisme. manifestent clairement toujours un pouvoir dictatorial. Réinvention de l'histoire d'une société. C'est toujours lié à un pouvoir dictatorial. Ils s'en prennent toujours à l'histoire, les dictateurs. Bon, c'est tout. Oui, j'avais une question à poser pour résumer aussi un peu ce qui a été présenté juste là, mais vous verrez comment la différence entre, d'un côté, l'histoire, mais par exemple des historiens, qu'on reconstitue l'histoire, etc., de ce qui est venu, et l'histoire dans le sens qu'on raconte dans une analyse de son passé, notamment. Est-ce que c'est, entre guillemets, la même chose, ou vous verrez quand même, on utilise le même mot, on raconte notre histoire, mais c'est quoi la différence entre l'histoire dans une analyse et l'histoire, par exemple, des historiens? Je peux me permettre une hypothèse. La différence, c'est l'énonciation. L'histoire des historiens, il n'y a pas d'énonciation. Enfin, il y a une idée de fait. Alors que dans une analyse, c'est pas tant l'histoire qu'on te raconte, pas que l'histoire les énoncés, mais c'est l'énonciation en jeu dans l'histoire qu'on te raconte. C'est important. Alors que quand tu lis un livre d'histoire, tu cherches pas à savoir quelle est l'énonciation de l'auteur. Si. Ah, ils ont toujours une énonciation. Mais il y a forcément. Par exemple, moi, je me suis fait recaler à ma thèse parce que la chasse aux sorcières, j'avais donné un seul historien et donc une seule interprétation du fait de la chasse aux sorcières.
Et puis ils m'ont dit, non mais attendez, Madame Trémolo, vous êtes complètement planté, Monsieur Machin il pense ça, Monsieur Truc il pense ça. Et c'était des historiens, il y a quand même toujours une interprétation du phénomène historique, c'est pas juste des faits bruts. Enfin, je crois pas. Enfin, Je suis entièrement d'accord, mais pour moi, les différentes versions, donc interprétations, je ne les mets pas encore sur le même plan que la question de l'énonciation. Je ne mets pas sur le même plan, mais je peux Mais trouver. ce que Marie met en évidence, indirectement, c'est l'importance du réel. Euh, c'est un, un historien digne de ce nom, si j'ose dire, il construit une interprétation, parce que dès qu'on parle, on interprète, mais fondamentalement, il essaye quand même de se référer à un réel. Je pense par exemple, en France, il y a eu à un moment donné, je ne sais pas trop où on en est, mais il y a quelques années, pas très longtemps, ils avaient supprimé le terme d'histoire dans la formation des petits-enfants, dans l'école élémentaire. Ils appelaient ça se repérer dans le temps. Ce qui n'est pas faux. L'histoire, c'est se repérer dans le temps. Simplement, exemple d'exercice proposé aux enfants, des petites images mettons, du monde paysan aux différentes époques. Mais ils refusaient de leur donner une chronologie. Alors, je ne sais pas comment on peut faire de l'histoire sans une chronologie. Je ne dis pas que l'histoire se réduit à la chronologie, mais enfin, s'il n'y a pas une chronologie des faits, ça semble impossible de faire de l'histoire. Alors, la chronologie ne suffit pas ou n'est pas le tout de la discipline historique, mais faire de l'histoire, ça suppose quand même qu'on ait des sources matérielles, en quelque sorte. Sinon, c'est du délire. L'autre différence que je vois dans le travail de l'historien et l'histoire, c'est que le travail de l'historien tend, pas qu'il vite, mais il tend vers une certaine universalisation. Ce serait une histoire pour tous, ce qui permet aussi des contestations parce qu'il y a d'autres courants. Alors que dans l'analyse, c'est vraiment quelque chose au un par un sujet singulier qui énonce de cette manière-là, ce qui fabrique de cette manière-là son histoire. Enfin, moi, je le lis comme ça. Et il y avait des grandes polémiques historiens à l'école des annales, avec ce qui était avant, enfin, en plus, ce que vient de dire Marie-Hélène, cette tendance à pouvoir supprimer le mot histoire, montre bien à quel point c'est compliqué d'universaliser quelque chose. Mais ils essayent tout le temps. Nous, on est vraiment contre l'universel, comme on avait vu dans la lecture de l'étourdie. Je me demande aussi s'il n'y a pas un bout d'approche avec le trauma. Ça veut dire, si on reste sur cette fin de partie que vous présentiez, moi, ça m'a fait associer sur le texte d'Anselme sortir du traumatisme. Ça m'a fait penser au fait que l'événement, il serait un peu peut-être un piège de croire qu'il est la source du trauma, mais c'est plutôt la parole qu'on en fait qui serait, je dirais, qui ferait contact avec le trauma. Donc l'histoire au sens des historiens, ça me paraît moins une parole euh, qui témoigne du passé, mais plutôt d'un énoncé des événements, alors que l'histoire en analyse, ça ne me paraît pas être l'énoncé des événements, mais plutôt cette parole de quelque chose de personnel. Donc je me demande si la part traumatique dans ce qu'on énonce en histoire ne ferait pas la différence. Et le trauma implique forcément que ce ne soit pas l'événement qui soit en jeu en question, mais plutôt la réalité qu'on en dit. En vous écoutant, et peut-être en filigrane dans cette discussion, je me demandais peut-être si ça se joue pas sur le référent.
la question de la référence, Quand c'est-à-dire, on parle du réel, c'est ça, hein. donc ça serait quoi la référence, le référent dans la psychanalyse? Bah, c'est la parole du patient. Et là, on pourrait faire la différence entre énoncé et énonciation. Toi, tu parles d'énoncé, et puis toi, tu parlais d'énonciation. La parole vive dans la séance, c'est du côté de l'énonciation. Ça pourra changer, mais l'énoncé, c'est du côté de l'écrit. C'est du côté de la... C'est figé, c'est comme une fiction. Je trouve qu'il y a aussi ce que le sujet, l'assumption du sujet, euh, de ce qu'il dit, de ce qui cause en lui cette parole qu'il est en train d'énoncer autour de ces événements. C'est-à-dire, et je trouve que, enfin, du coup, ça vient après coup, enfin, ce qui va être cité par la suite. Enfin, de ma lecture, j'ai l'impression que l'histoire du sujet est après coup. Enfin, c'est pas un relatement d'événements, c'est au moment où, de par son énonciation avec les effets d'interprétation, il y a du coup une relecture qui devient du coup une histoire du sujet avec sa part à lui, quoi, sa mise à lui dans ce qui s'est passé. Enfin, Oui, donc il est question de temps parce que dans l'histoire, on analyse, quelque part, on écoute ou on saisit ce qu'on met en mots ou en paroles après coup. On peut pas le faire en même temps qu'on le dit. Quand on le Peut-être saisit, hein. quand on le saisit, tout à fait. Alors que chez l'historien, c'est nécessairement quelque chose qui est préalablement, moi j'ai envie de dire, prédigéré. Je ne sais pas. Il y aurait quelque chose comme ça de prédigéré qu'il n'y aurait pas dans l'histoire. Peut-être que aussi, pour continuer là-dessus, c'est que dans l'histoire, ben, effectivement, il y a une première interprétation qui est faite par l'historien, et puis ça donne un savoir qui est posé là, alors que dans l'analyse, finalement, l'histoire, elle est en perpétuel remaniement. Un jour, un instant T, elle est comme ça, puis 2 secondes après, elle est encore autrement, et puis c'est quand même une histoire qui est mouvante, c'est pas... Il y a une histoire mouvante et une histoire émouvante. Je ne sais pas si on pourrait dire aussi par rapport à l'histoire historicienne, l'historicien c'est Historien. chronologique et l'histoire du patient, il y a la logique, il y a pas la chronologique. Puis aussi, je voulais dire quelque chose par rapport à la puissance du passé. Je ne sais pas, dans ce moment-là, que Lacan il parle de talking cure en référence à Freud. C'est comme le moment fondateur, je ne sais pas, de la psychanalyse, non? Par rapport à cette écoute différente après l'hypnose bon, il a mis à côté. Mais je trouve assez très important ce moment, justement, où il dit aussi sur les événements pathogènes de traumatisme. Donc, je sais pas, il y a un lien par rapport à cette puissance du passé, de la parole aussi, de quelque chose qui sort. Voilà, je voulais dire ça, juste. Oppose la grande histoire à la petite histoire. L'histoire avec un grand H, qui est l'histoire des historiens, c'est une histoire commune, enfin, qui se construit et après peut être déconstruite, puisque c'est un peu le mouvement, mais Avec des documents. avec des documents, oui, oui, avec des documents qui sont à disposition de tous, des bibliothèques, des universités, des universitaires, enfin, il y a tout ce travail qui est peut-être un moment arrangé du côté du discours universitaire, à opposer au discours hystérique, à la petite histoire avec un H et pas un Y, non? Et de ce qui se dit dans la grande histoire comme formule, alors le repérage dans le temps, c'est un peu, est-ce que ça va jusqu'à dire, on fait une histoire, on pourrait faire une histoire sans parole, qui conviendrait à tous, parce que ce serait juste des dates. De la grande, j'opposerai dans la grande histoire nos ancêtres les Gaulois. Voilà, c'est à partir du moment où je m'exprime en français, ben c'est nos ancêtres les Gaulois. Et un analysant qui dirait, mes ancêtres, non, pas les Gaulois,
voire je ne suis pas Charlie. Là, on a une position subjective ou une prise, même une prise de position subjective qui est tout autre chose que l'énoncé qui a valeur commune pour tous. Une sorte d'objection. Bah, D'objection et vraiment de position subjective et même de prise de position subjective à cet instant-là. L'histoire en tant que discipline, je dirais pas scientifique, mais enfin rigoureuse, qui s'appuie sur des documents, quels que soient ces documents, des textes, des éléments architecturaux, des restes de poterie. Bon, cette histoire-là, elle cherche à atteindre, sans y parvenir toujours, et probablement pas, ne peut pas y parvenir vraiment, mais enfin, elle cherche quand même à être au plus près d'une certaine exactitude des faits. Euh, Commencer dans une analyse quand un patient, et il se trouve qu'il n'y a pas, il y a pas d'analysant qui ne parle pas de son histoire individuelle. D'ailleurs, Lacan s'étonne de ça, en disant c'est quand même vraiment bizarre que toujours ils se mettent à parler de papa-maman, euh, quel que soit ce papa ou cette maman. Il s'étonne de ça. Pourquoi toujours dans une analyse, à un moment donné, l'analysant se met à revenir en arrière sur son histoire, parce que d'une certaine façon, presque spontanément, il a l'idée qu'il en est le résultat quand même. Ce qui n'est pas vrai, naturellement, ce qui n'est pas exact. C'est une excellente remarque de se poser la question, enfin, comme le fait Lacan, pourquoi d'emblée on parle papa à maman? Et je me demande, par rapport au texte qu'on est en train de lire, si là on n'est pas dans cette phase de parole vide, je mets des guillemets, c'est-à-dire qui est très liée à l'imaginaire, pour progressivement aller vers un autre type de discours, parole pleine, qui est école, enfin qui nous décolle de papa, maman, ces histoires-là, mais plutôt de dire ce qu'il en est pour nous à chaque instant. Ça me fait aussi penser à la question de l'événement, puisque ça semble être un point central autour de la question de l'histoire. Et l'événement, bon, pour moi, dans ma lecture, c'est la rencontre contingente avec un réel. C'est ça l'événement qui fait événement. Puis ensuite, de voir comme la différence dans une analyse, c'est comment le sujet, celui qui parle plutôt, c'est pas le sujet, c'est celui qui parle, va se faire sujet, subjectiver quelque chose de cet événement. De faire, Ça, c'est l'expression, page 257. C'est bien cette assomption par le sujet de son histoire, voilà, c'est ça. etc. Exactement. Le, qui fait le fond de la nouvelle méthode à quoi Freud donne le nom de psychanalyse. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, assomption par le sujet de son histoire? Assumer. C'est répondre d'un usage, c'est pas de voir fait cru. Enfin, moi, je pense de plus en plus, la psychanalyse, Lacan a aidé à ce qu'on s'écarte de l'événement en soi, mais plutôt de sa lecture par chacun, chaque Non, personne. mais vous voyez, c'est le mot assomption que je voulais. C'est catholique. Ben oui, parce qu'il aurait pu dire, c'est la construction par le sujet de son histoire. Ils disent l'assomption par le sujet de son histoire. Ça veut dire Ça j'assume. veut dire C'est à la assomption. mode. Est-ce que tu te souviens qu'il l'utilise aussi dans le texte sur la criminologie, où il dit que la sanction, c'est l'assomption par le sujet de ce qui a été commis. C'est dans Prémisse, un truc de criminologie, je ne sais plus lequel. Et il utilise aussi ce terme d'assomption comme étant au même niveau que la peine, que la punition, si on veut. L'assomption, c'est
se porter quelque part, c'est comme ça que je l'ai lu, hein, la charge de ce que tu fais, pas de l'événement en soi, mais de ce que toi tu mets dans la lecture de cet événement, par ta jouissance. Que l'Assomption, si vous voulez, c'est du vocabulaire chrétien, hein. Bien sûr. Mais ça l'a fait boum de Hegel. En tout cas, étymologiquement, c'est assumere et c'est prendre avec soi. Oui, ça. Prendre avec soi. Mais c'est un verbe très utilisé par les jeunes. Oui, j'assume. Ouais. Je J'assume. Et ça veut dire ta gueule, en gros. Hein. Oui, Quand on dit j'assume, ça veut dire t'as rien à me dire, c'est ça. ça, c'est une parole vide. Montre-moi ce que tu fais, puis je saurai si tu assumes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a encore des interventions? Sinon, je vous propose qu'on fasse une interruption d'un quart. Oui, Vas-y, oui. vas-y. Alors, j'aurais deux remarques ou questions. Dans ce paragraphe, la remémoration hypnotique, etc., à la fin du paragraphe, Page combien? moi, je n'ai pas la même pagination. 255, milieu de la page. C'est ce Ok, paragraphe ok. qui a arrêté beaucoup de musique, c'est-à-dire à la fin du paragraphe, c'est-à-dire que d'autres rencontres étant supposées depuis l'an quelconque de ces moments. Donc, c'est vraiment l'aspect de la contingence que Lacan cite ici, dont on ne parle pas dans la grande histoire, mais dont on parle dans l'histoire, enfin, qui aurait pu changer quelque chose dans l'histoire du sujet. Parce que d'autres rencontres étant supposées depuis l'un quelconque de ces moments ayant été, il en serait issu un autre étant qui le ferait avoir été autrement. Donc évidemment, qui joue beaucoup avec le temps, hein, ayant été, étant, avoir été, etc. Et le fait que ça aurait eu d'autres conséquences sur le sujet, je le dis comme ça. Et ça par rapport à l'aspect de contingence que je vois là évoqué par Lacan. Et puis, ce qu'on disait de l'histoire tout à l'heure, et à propos de l'universalité ou la visée d'universalité de l'histoire, je ne suis pas sûre quand même que l'histoire écrite par les Européens est la même que l'histoire écrite par les Sud-Américains, qu'est la même histoire écrite par les Chinois. Donc, il y a une universalité tout à fait relative. On est très européano-centré et on a quand même le sentiment, comme Européens, comme moi, que ça part de là, mais ça ne part pas que de là. On voit bien que l'équilibre du monde bouge dangereusement actuellement et que ça va quand même changer deux ou trois choses dans notre vision de ce qu'est l'histoire, de ce qu'est la géographie, notre culture, etc. Donc, c'était un peu ça aussi. Il y a aussi cet aspect de la contingence là-dedans. Si j'étais né en Chine, je ne verrais pas le monde de la même façon. Si vous prenez la carte du monde, on a l'habitude de la voir d'une certaine façon, déplacez-la, hein, et regardez comment les Chinois représentent le monde, ou comment les Sud-Américains représentent le monde. Ce n'est pas le nôtre, hein. On va faire comme Lacan. Il n'y a qu'une religion, la catholique, il n'y a qu'une histoire, l'européenne. Pour nous, oui. La française, tu veux dire. Oui. Très bien, excellent. Voilà, c'était juste ça qui m'a un peu arrêté, quoi. C'est les repères différents. La référence, oui. Oui, non, des repères. Et chacun ses repères. C'est le Homère aussi. Le repère. Oui. Bah, c'est quand même dans ce paragraphe, page 256 de l'édition intégrale, pas intégrale, mais celle du seuil. On trouve donc une réflexion sur l'anamnèse, hein. C'est pourquoi la condition de continuité dans l'anamnèse
où Freud mesure l'intégrité de la guérison n'a rien à faire avec le mythe bergsonien d'une restauration de la durée, donc c'est pas du côté du sentiment en quelque sorte. C'est qu'il ne s'agit pour Freud ni de mémoire biologique, ni de sa mystique